François Bon, tiers livre, une série qui s'appelle Les 30 minutes, principe ultra simple. On ouvre un livre et pendant 30 minutes, de façon chronométrée. Alors aujourd'hui peut-être pas parce que le passage que je veux lire, une histoire de fantôme dans Trace de Ernst Bloch. Je crois qu'elle fait précisément entre 24 30 ans dans ces eaux-là et c'est un bloc. Alors le principe aussi c'est que on part en lecture, pas de montage, pas de reprise, c'est sans filet, c'est ça qui est important. Alors cette série 30 minutes, pour moi, est-ce que c'est un autoportrait? Peut-être. Hein. Peut-être que dans chacun sa bibliothèque, il y a comme une espèce d'empreinte à distance. Et que là, on pourrait aller le chercher, mais comme des inflexions de voix, comme des inflexions presque de visage aussi, cette présence. En tout cas, peut-être c'est pour ça que je suis attaché à cette série. Mais bon, c'est aussi découvrir, comme là, quand on avait suivi le voyage des Sand, fils et mère à distance aux USA. Peu importe. Là, aujourd'hui, c'est la rubrique livres fétiches. Des livres, c'est pas qu'on les ouvre ou qu'on les rouvre souvent, mais on souffrirait pas leur éloignement. Et dans cette catégorie, pour moi, il y a bien évidemment Sens unique de Walter Benjamin. Et là, oui, évidemment, on rouvre, on relit, mais on relit pas en continu. C'est comme des sondages, et puis chaque fois, il y a ce côté abrupt là, de ce qui vous emporte. Et j'ai toujours associé le Sens unique de Walter Benjamin. Il était très lié pendant au moins une certaine période à Ernst Bloch, dans un tout début des années 30. Le livre de Ernst Bloch, Trace, est plus tardif, publié chez Zohrkamp en 1959. C'est traduit en France en 1968 par Pierre Quillet et Hans Hildenbrand. Je ne sais pas comment ils ont travaillé ensemble. C'était de suite chez Gallimard dans cette collection-là, les essais NRF. Et le lien entre Sens unique et Trace, c'est d'une part ce côté fragment, mais comme si Ernst Bloch cherchait lui aussi secrètement à retrouver ce qui le liait à Benjamin. Il y a même un moment où il se croise carrément avec une sorte de cut-up sur la même histoire. Hein. Des histoires. Alors, ça a été réédité en poche. Il n'y a pas si longtemps que ça, collection l'imaginaire, donc maintenant il n'y a aucun problème, on le trouve fréquemment, mais c'est le meilleur moyen de voir comment ça se construit. On ouvre, trace, et puis petit fragment, une ligne et demie. Deuxième fragment, 6 lignes. Troisième fragment, une dizaine. Et puis ça ouvre et ça continue. Et puis ça augmente petit à petit. Ensuite, eh bien, c'est des sous-titres. Alors les sous-titres de ces ensembles, de ces chapitres. Donc le premier n'en a pas. C'est le titre général, Trace, avec comme sous-titre des fragments trop peu, dormir, traîne en longueur, réclusion perpétuelle, les uns chez les autres, fredonner, alternance. Et puis ensuite, situation, la pauvresse, la saleté, le cadeau, révolution pour vivre, hélas, la loi du profit, du pain et des jeux, la marotte dérangeante, destin, faire passer, le partage des eaux, sans visage, je résume. Et puis ensuite, existence à l'instant, zone d'ombre, la chute dans le présent. Alors si je pars là justement dans existence, donc pareil, premier fragment, 8 lignes, deuxième fragment, un tout petit peu plus, on serait à 12, troisième fragment, là par contre on passe à 1 page et demie, et puis ça continue. Mais il y a toujours, pour chaque point qu'on attrape, alors destin, existence, et puis chose, au pluriel, c'est assez indéterminé, toujours cette façon de partir sur l'intuition, telle qu'on l'apprend. L'intuition, pourquoi c'est très bref? Parce qu'on l'attrape, ça se dissout, c'est presque rien dans les mains. Chose, à moitié bon, alors on est page 138. Chose, à moitié bon. Donc, nous ne nous possédons guère. Tiens, les choses, on les possède. Voilà, on possède quoi? Se posséder soi-même.
Donc nous ne nous possédons guère, mais s'il n'y a que nous et les choses, qui peut bien s'y retrouver? Le drap autour du corps nous protège, il est vrai, ça va encore, mais s'il est agréable de se réchauffer auprès de l'âtre, d'un peu plus près on se brûle, il ne faut pas y mettre les mains, et puis c'est parti. Alors, le passage que je vais vous lire, c'est une histoire de fantôme. Vous lire, c'est pas vrai ça. On le lit pour soi, on le lit parce que ce rituel aide à comprendre autrement, à être traversé autrement, à être saisi autrement par le texte. Quelques fantômes sur la gauche, donc on est bien sûr dans Existence. Ernst Bloch-Strass. Quelques fantômes sur la gauche. Faut-il qu'on ne rêve qu'en dormant, disait quelqu'un, et jamais éveillé? Je veux dire que, au fond de nous-mêmes, ça travaille tout le temps. Seulement, on le réalise mieux quand on est fatigué, lorsque quelqu'un, le regard fixe, rumine les affaires d'hier ou de demain. Mais peut-être rêve-t-on aussi lorsque le pied, parfois très obscurément, renacle aller quelque part où, finalement, on se le brise. Ou alors notre peau frissonne comme chez les bêtes dans des endroits où quelque chose n'est pas rassurant. Il y a déjà là beaucoup d'un rêve de terreur et même des rêves dits prémonitoires. Les yeux ouverts, on sent un air tout aussi chimérique où un souffle passe, peut-être même des ombres. Dès qu'on se lave les yeux, évidemment, tout disparaît comme si de rien n'était. Et comme on est déjà dans ce qui nous relie à l'immédiat présent, mais tout est déjà devenu un tout petit écart. Donc, précisément, lieu de surgissement du fantôme, on n'a pas encore parlé de quoi que ce soit de cet ordre-là. Je ne sais pas encore, remarqua M. A, si cela n'existe pas, mais ça nous concerne en tout cas moins que de rêver. La différence entre le rêve et le réel. On tient à distance le rêve, on commence par ça. Je viens juste de lire le cas singulier d'un avocat berlinois, un homme auquel j'accorde un certain crédit. Il se trouvait un jour, et on prend la peau du monde, ces petites choses singulières, et c'est ça qu'on immobilise un temps et qu'on traite. Il se trouvait un jour sur le coup de 11 heures dans son bureau, dictant son courrier, lorsque tout près de lui, une flamme jaillit jusqu'au plafond. La secrétaire se mit à hurler. Quand l'avocat ouvrit la porte, le jet de flamme retomba sur le sol d'où il était sorti. Le parquet était absolument intact, le plafond sans trace de suie. Si c'était un rêve éveillé, ils étaient deux, en tout cas, à le rêver comme si c'était arrivé dehors plutôt que dedans, en réalité. La dictée se poursuivit. Un quart d'heure plus tard, un employé sonnait à la porte pour rappeler que la police d'assurance incendie était expirée. Cela me fit la plus grande impression. Toute cette fanfare pour si peu de soldats, si l'employé peut passer pour un soldat. Comme tout cela est vieux, loin de nous, est stupide, c'est peut-être ainsi que les animaux se tiennent au courant. Mais pour ce qu'il en résulte humainement, on a presque toujours l'air de transporter avec un attelage à 4 chevaux un hareng pour son dîner. Ça, c'est des images qui donnent une sorte de distance, évidemment. C'est pas où, ça vient d'un monde presque rural, mais le monde rural, là, de l'Allemagne du Nord, transporter avec un attelage à 4 chevaux un hareng pour son dîner. C'est délicieux. Si, le hareng. Si seulement c'était ainsi, disait M. B, ces choses devraient alors être du moins aussi ridicules qu'inquiétantes. J'ai le sentiment que la flamme ne survient pas du tout pour l'assurance sur la vie, qu'elle n'a peut-être aucune raison de se produire, ou alors, si elle débarque, c'est bien souvent en nous-mêmes. Vous croyez que c'est ainsi que les animaux se tiennent au courant? C'est assez curieux. Si je vous comprends bien, vous tenez cette flamme stupide pour une sorte de langage instinctif, une sorte de radio, l'irruption technique de la radio, comme chez Walser, là où autrefois
cette sphère de l'irrationnel. Alors là aussi, on a quelque chose qui ouvre, par exemple, le chuchotement dans la nuit chez H.P. Lovecraft ou Walser, justement. Une sorte de langage instinctif, une sorte de radio, pour ainsi dire, au sein de l'âme animale, mais si l'on pénètre dans son circuit, on est pourtant épouvanté bizarrement. Il y a la montée des ombres, la progressive. Et pourtant, Ernst Bloch, c'est un philosophe. Pas forcément quelqu'un de la littérature, mais peut-être lui et Walter Benjamin, c'est eux qui ont le plus cassé ces frontières artificielles. On est pourtant épouvanté bizarrement des bruits ou des images démoniaques, comme si c'était à notre porte. Et je reconnais des cas où les hommes inquiets de l'avertissement arrivaient dans leur propre maison, en définitive la plupart du temps. J'ai entendu une fois une histoire semblable à celle de l'avocat dans la bouche d'un Polonais qui me l'a racontée comme lui étant arrivé. Mais peut-être a-t-il menti et l'avait-il lu tout simplement. Quand on vous raconte quelque chose, qu'est-ce qui atteste de la vérité ou bien ce qui atteste de votre vérité à vous, qui reconnaissez dans l'histoire ce que vous n'arrivez pas à nommer en vous. En tout cas, il se mit aussi à crier et l'employé ensuite n'était pas tellement ridicule. Peu auparavant, me raconta le Polonais, il était dans une petite ville balnéaire et il avait, bien qu'il se portât mieux que jamais, une mine très curieuse. Il sortit de son hôtel dans la rue entièrement vide et s'étonnait encore du grand silence de midi lorsqu'une voiture de verre apparaît au coin de la rue avec un cercueil ouvert dessus, également en verre. À côté marche un garçon vêtu d'une sorte de manteau étoilé, avec beaucoup de boutons et de points qui le prient, au moment où la voiture s'arrête à la porte, de prendre place dans le cercueil. À l'instant, il entend derrière lui crier son nom, et l'apparition s'évanouit. Une jeune Anglaise était derrière lui, celle avec qui il avait passé du bon temps tous ces jours-là et qui était maintenant sa femme. La première ville de leur voyage de noces fut Paris, où ils arrivèrent dans la soirée. Ils allaient prendre l'ascenseur pour gagner la salle à manger quand l'homme saisit vivement sa jeune femme pour l'empêcher d'entrer. C'est parce qu'il avait été hanté précisément par l'image de cette courbette, le visage de ce garçon d'ascenseur, de cet uniforme. Ils étaient dans l'escalier quand ils entendirent pousser des cris. L'ascenseur s'était écrasé et l'on retirait les corps des passagers au rez-de-chaussée. Du moins, c'est à peu près ainsi, conclut M. B., que le Polonais me raconta la chance qu'il avait eue dans son accident. Je veux dire, l'hallucination lui avait rendu un signalé service. Ce n'était pas du vent. Elle n'est pas un signe du zodiaque pour animaux, bien sûr, ou bien le danger et la mort en font aussi partie, nous l'avons en commun avec tout ce qui vit. Grâce à cette seconde vue, quelque chose était atteint et évité, comme au moyen d'une police d'assurance incendie. La prévoyance est évidemment autre chose. Vous oubliez trop longtemps les morts, dit un certain monsieur C. A, B, C... C'est juste ça, c'est pour juste dire que les locuteurs, on les fait tourner comme ça, alors qu'en fait, c'est le récit qui organise son propre séquençage. A, B, C, il nous dit quoi, monsieur C? Vous oubliez trop longtemps les morts, dit un certain monsieur C, tout ce monde blême qui rôde dans le noir. Il n'y a pas seulement les pressentiments de notre propre vie, mais aussi ceux d'après ou de l'au-delà, comme on voudra dire, d'un état ignoré où ne séjourne ni bête ni homme. Je l'avoue, cela ne concerne pas notre époque et pas non plus une époque primitive, mais un espace englouti. Et l'époque primitive, simplement, le sentait mieux. C'était le monde de la terreur nocturne, et aujourd'hui encore, le plaisir qu'on prend aux choses terrifiantes n'a en soi rien de frivole, même quand il s'y efforce. Mais c'est, je pense, la part humaine chaleureuse, pour ainsi dire, d'un monde qui tôt ou tard sera le nôtre. Cet espace, me semble-t-il,
est toujours autour de nous, même si nous n'en... Cet espace, me semble-t-il, est toujours autour de nous, même si nous n'en pouvons sucer que les bords et ne savons plus combien est noire la nuit. La jeunesse le sent encore parfois. J'aimerais raconter un des souvenirs les plus lugubres de ma vie. Et voilà, on arrive enfin à l'histoire. Nous avions une fois chez nous un garçon un peu gros et pâle, dont on ne faisait pas grand cas. Nous avions presque un dégoût de lui. Et il disait lui-même qu'il avait une maladie vénérienne, mais enfin, on pouvait avoir avec lui d'étranges conversations. Il parlait aussi bien de cercueils que de coucheries, et des vers qui soulèvent le cadavre comme s'il respirait du fantôme que nous deviendrons. Un jour, à 16 ans, nous fîmes, avec d'autres garçons, une excursion dans un village voisin, et nous en vîmes assez rapidement à parler de la mort et de la survie. Bourrier, c'était le nom du garçon, finit par sortir de sa poche une photographie qui était censée être celle d'un esprit. Je restai alors avec lui un peu en arrière, et nous nous promîmes l'un à l'autre que celui qui mourrait le premier apparaîtrait à l'autre. À peine un an plus tard, mes relations avec Bourrier s'étaient sensiblement refroidies. Il accumulait de plus en plus les absences en classe et il sortit de notre horizon. Un matin, le professeur principal, à notre grande surprise, nous annonça que notre condisciple était mort après une longue maladie et qu'il fallait nous préparer à assister le lendemain à son enterrement. Le premier de la classe fit sur la tombe un discours sur la chenille et le papillon auquel lui-même ne croyait pas, d'après notre mémoire en lambeaux. Et nous jetâmes une poignée de terre sur notre camarade d'école qui avait si souvent couché avec des serveuses jusqu'au lundi matin sur le tapis du billard. Une taverne illégitime sur le chemin du retour eut vite fait de nous arracher à l'enterrement, et dans la soirée, mes parents étaient allés au bal. Je pus rester debout aussi longtemps que je voulais. J'avais toute la bibliothèque pour moi. Vous voyez, le statut des livres, là encore, intercesseur entre la réalité et ce qui n'en est pas. Le Zarathustra et les autres dieux pour qui la barbe nous était poussée. Comme toujours, durant de telles soirées, je vivais d'avance mes années d'université, seulement je me surprenais à regarder de temps en temps dans la pièce obscure à côté, distrait, et finalement d'une étrange tristesse à écouter la pluie frappant les vitres, les pas dans la rue qui allaient s'affaiblissant et s'évanouissaient finalement dans le lointain. Ma rêverie devint tout à fait solitaire, et soudain une image, un lointain souvenir jaillit du néant. Je revis cette journée de printemps sur la route du village voisin, avec Bourrier, qui venait de mourir à côté de moi, et le serment que nous nous étions fait. Je me sentis trembler de la tête aux pieds. J'étais déjà cerné, et le temps était venu. J'étais là terriblement coincé dans l'appartement vide. Derrière moi, une porte donnait sur le couloir noir. Derrière moi, une porte donnait sur le couloir que je devais prendre pour aller dans ma chambre. À côté de moi, il y en avait une ouverte donnant sur le salon obscur où se trouvaient des meubles indistincts. La lueur d'un bec de gaz venant de la rue éclairait vaguement le plafond. J'ai oublié comment j'allais à mon lit, mais aussitôt après, je pris un tout autre chemin et j'eus un rêve terrible. Le chemin onirique d'une taverne confuse jusqu'à la maison. J'étais en prison sur la route comme dans la pièce, mais à l'envers.
Derrière moi, sur mes talons, se fermait la route, et devant moi, elle s'ouvrait toute grande en biais jusqu'à la maison paternelle, jusqu'à la porte du jardin ouverte. La porte d'entrée de la maison était aussi ouverte, bien qu'elle fît nuit, comme les fenêtres de l'escalier, même les portes des appartements du premier et du second, toutes largement ouvertes dans l'obscurité. Je grimpais au troisième, et je devais être enfin chez moi, mais l'escalier montait plus haut. Je devais avoir mal compté. Cette porte était aussi ouverte à 2 battants. Derrière, une espèce d'obscurité, tout à fait étrange. Soudain, la lumière tomba sur la plaque de cuivre de la porte, mais ce n'était pas la plaque habituelle. C'était une tôle émaillée, comme pour une salle d'attente, et elle portait le nom de Bourrier, avec une croix derrière. À l'instant, je me sentis vu d'en haut. Et au-dessus de moi, j'aperçus au moins une dizaine d'étages qui allaient encore plus haut. Au dernier étage, il y avait Bourrier lui-même, en chemise de nuit, penché sur la rampe avec une chandelle et ricanant. Pendant ce ricanement, je m'endormis jusqu'aux premières heures du jour. Et je n'entendis plus qu'un cri, tout à fait à la fin. J'entendis crier ma mère dans l'escalier, et comme je m'arrachais au sommeil pour bondir auprès de mes parents, nous crûmes voir tomber de l'étage supérieur par l'escalier, très lentement, une grosse boule noire, presque immobile et juste au milieu. Nous claquâmes la porte et restâmes éveillés jusqu'au grand jour. Je racontais mon rêve, qui était encore plus humain que cette chose impotente, là, dehors, dans le véritable escalier. Rien qu'un symbole, comme vous voyez, mais probablement tiré de la grande armée. Elle transporte un cadavre dans le rêve. Elle roule une boule à vos pieds, comme la mer roule les vagues, ni plus ni moins. Les amis restèrent silencieux. Il était déjà tard. La boule avait frappé. Hallucination et mythologie semblaient se confondre indissolublement chez l'homme. Il pouvait bien l'avoir vécu, mais la grande armée, tout ce fatras infernal auquel il croyait. Monsieur D, A, B, C, D, qui n'avait pas encore parlé, sursauta et fit un geste de la main comme s'il voulait remettre sur ses pieds tout cet au-delà. « Je ne sais pas, dit-il, s'il n'en faut pas beaucoup moins pour faire frémir sans quitter ce bas monde. Peut-être n'a-t-on pas besoin d'aller chercher si loin, et votre angoisse est pourtant bien la même. Il me vient à l'esprit quelque chose qui m'est arrivé à ce propos et qui montre de quoi les hommes vivants sont déjà capables. Moi aussi, une fois, je montais mon escalier tard dans la nuit, sans rêver le moins du monde. J'étais un étudiant sain de corps et d'esprit, fredonnant encore une chanson. Au premier étage, je sens de l'étoffe qui me frôle. Quelque chose de plissé, tantôt devant moi, tantôt derrière, tantôt accroupi, tantôt voletant. Je descendis l'escalier à toutes jambes. L'ombre me suit en dansant. Elle se dandinait encore sans bruit à la porte de la maison. J'avais enfin tourné la clé et ouvert la porte lorsque l'ombre dansante surgit autour de moi. Et je vis dans la lanterne le visage d'une vieille femme, pâle et défigurée, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Cela criait comme je n'avais jamais entendu ni rêvé de cris d'un ton suraigu, la bouche, les yeux, le corps tout béant. 2 hommes passaient et il y avait encore de la lumière à l'auberge voisine. Lorsque nous nous emparâmes de cette créature, elle continua de danser et de hennir dans nos mains. Une folle, comme il s'avéra par la suite, qui s'était échappée et venait de se cacher dans l'entrée de ma maison.
On l'y avait enfermée, elle avait dû danser ça et là, la moitié de la nuit, tout dormait sauf elle et l'étudiant dans l'escalier. Mais je ne me sentais pas mieux après l'explication. Le lendemain encore, je me sentais saisi par un fantôme, et dans chaque vision que j'ai en rêve, que j'entends et ne puis croire, j'ai présente à mes yeux la femme de jadis. Cette folle n'était-elle pas elle-même, cette folle n'était-elle pas elle-même un signe venu de nos rêves ou d'un problématique brouillard funéraire? Mais, disais-je, c'était un signe de ce monde qui disait presque tout lorsqu'il vint dans mon escalier. J'appris par là que tout ce fatras spirituel qui rôde et dont nous avons peur est de même famille. En ce que précisément, ce sont bien les terreurs à moitié cuites elles-mêmes qui sont possibles en nous et en bien d'autres choses et qui parfois en sortent. Elles ne disparaissent pas avec un éclaircissement purement négatif comme le montre ma parabole. Mais peut-être disparaissent-elles avec la lumière personnellement dans la demi-existence qui hante l'escalier et qui, de nuit, est presque toujours terrifiante. Les choses dans l'escalier, dans ma chambre, ne sont pas plus rassurantes quand la nuit, elles bougent d'elles-mêmes et montrent leur autre côté dissimulé dans la journée. Elles deviennent alors du moins un bon théâtre pour le parapsychique, voire pour ce qui n'a jamais réellement vu le jour, pour l'existence ratée, larvaire, qui subsiste à l'écart. Tout cela vient du foyer humain, et pourtant le concerne plus que le sceptique ne le voudrait, et que le visionnaire qui le suppute. Ce qui flotte, les images obscures qui font peur le concernent, ce qui est là aux aguets, toujours possible, parce que l'homme véritable n'est toujours pas chez lui. Cela surgit de convulsions. Des forces hybrides forment des grimaces approximatives. Ma folle représentait psychiquement la vie et son mouvement dans les sous-bois. Les maisons hantées, entretenues par les convulsions des adolescents, les apparitions démoniaques, les font passer dans les interstices extérieurs. Une production fatale qui est plutôt de notre propre manque que celui d'entre ciel et terre. Ma rencontre avec la folle, je la range aussi parmi les histoires de fantômes d'ici-bas. Elle était aussi claire et aussi sèche qu'un bon drame, si la main blême ne vient jamais que de là-bas. Elle mêle dans les cartes trop de fleurs et de musique. Cela abrutit et rend béat. Fait un opéra de l'horreur, sans parler de la mythologisation. Dans un bottin des fantômes que je souhaite vivement posséder, on ne rapporte que des choses qui se sont produites. Froid, avec toute cette huile rance des choses. Toute autre horreur, me semble-t-il, est de plus de moitié le plaisir de l'auditeur nerveux, et non pas, comme le disait Monsieur C., l'embarras du futur participant. Un chant bariolé, des mystères pour impies, une métaphysique pour mineurs. En tout cas, on le frôle facilement, surtout la nuit, si l'on savait seulement où ça se tient. Là-dessus, on se sépara, les uns énervés, les autres pensaient à beaucoup de choses. Un farceur cita Mark Twain et dit que nous avions tous maintenant des visages aussi solennels et insignifiants que l'envers d'une pierre tombale. C'était M. A qui parlait, et il ajouta qu'on voyait bien par là combien nous sommes peu touchés par le fantastique et tout ce qui lui ressemble, là où il n'y a rien que lui-même. Un des participants, lorsqu'il fut chez lui,
écrivit dans son journal « Il est vrai que les fantômes ne sont rien de précis, car ils montrent que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. » Ernst Bloch, en son mystère, trace, il y a bien 230 pages d'histoire comme ça. Si jamais vous vous en êtes privé jusqu'ici, vous savez ce qui vous attend. À tout bientôt.